personne est animée d'idées suicidaires lorsqu'elle a l'impression, à tort ou à raison, qu'elle ne parvient pas à surmonter une souffrance qui lui est insupportable. Le mort veut sa place et veut garder sa place. Et aussi bien au sein de la fratrie que dans la tête des parents et de l'entourage. Ça, c'est du coup vécu plus ou moins bien, mais il est presque, le défunt devient presque plus présent, si vous voulez, qu'un certain nombre de gens vivants. Et alors, ça peut parfois faire souffrir les fratries. Une fratrie est un nœud de jalousie. Dans le cas du suicide, la fratrie est évidemment très frappée par le drame, bien entendu, mais aussi parce que l'appel incessant du mort à garder sa place leur laisse entendre que ça les prive, eux, de leur propre reconnaissance. Et ça, il faut absolument qu'ils puissent eux aussi en parler, des différences selon que l'enfant meurt d'une maladie, l'enfant meurt d'un accident, ou l'enfant meurt du suicide. Mais dans le domaine du suicide, si vous voulez, c'est l'acmé. C'est-à-dire que ça se révèle comme une négation ça paraît être une négation de sa propre conception. C'est l'anti-conception. C'est-à-dire, vous m'avez fait, vous les parents, ben voilà, je vous rends ce que vous avez fait, moi. Et je vous le rends en vous remettant mon cadavre, mais je vous remets aussi le fait que vous allez maintenant constamment penser à moi. Et ça, le suicidé n'en a pas conscience. C'est ça le truc. Il n'en a pas clairement conscience de ça. Il n'a pas conscience qu'en fait, son vœu le plus cher n'est pas seulement de se défaire de sa souffrance, c'est d'exister autrement. Et exister autrement, forcément, au dépend des autres, et en particulier des parents, et pas seulement, et de tous les gens, et des amis, etc., qui vont, de toute façon, eux aussi, faire survivre le défunt. Donner une sépulture et une place aux morts qui soit bien située quelque part, et permettre à ce moment-là, en effet, le recueillement et les prières et le fait de pouvoir les visiter en quelque sorte, mais à leur place. C'est pas parce qu'un suicide est adressé à quelqu'un qu'en réalité c'est l'origine de son suicide. Ça peut être un leurre. Et du coup, à l'insu même d'ailleurs du suicidé. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois, des souffrances à l'intérieur de soi dont on méconnaît complètement les origines et qui vont sécréter ce genre de choses. Et on peut croire, par exemple, qu'on va très mal vivre ou très mal supporter la rupture sentimentale, pour prendre cet exemple-là, tout en même temps qu'à travers le caractère insupportable de cette rupture sentimentale se met à jour en réalité d'autres violences, d'autres souffrances plus intimes dont les gens n'ont pas forcément conscience. C'est pour ça que tous les détails comptent. Et là, je m'empresse de dire aux jeunes soignants, munissez-vous d'un petit carnet, et lorsque vous êtes en réunion avec vos collègues, et que vous parlez d'un cas, et notamment dans la problématique suicidaire, rappelez-vous que tous les détails comptent. Sur le coup, on ne comprend pas forcément, c'est après qu'on peut mettre, un peu à la manière d'un puzzle, les pièces, les agencer les unes par rapport aux autres. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir beaucoup de photos pendant un certain temps, partout. Et en fait, je me suis rendu compte que pour certains de mes enfants, au bout d'un moment, c'était trop pesant et qu'il fallait que j'arrive à les retirer. Mais ça, c'est quelque chose de très complexe à gérer en famille. Il faut arriver à trouver un juste milieu entre nous tous. Et puis pour la fratrie, peut-être que vous en parlerez, mais il faut savoir que pour les frères et sœurs, le jour où ils perdent leur frère ou leur sœur suicidés, ils perdent aussi quelque part leurs parents.
ils perdent les parents qu'ils avaient. Et ça, pour eux, c'est double peine, en fait. Et c'est tout un travail derrière pour qu'ils retrouvent leurs parents, mais différents. Mais eux, moi, je considère que la fratrie a une double perte dans le suicide d'un frère ou d'une sœur. Et je fais un peu le lien en me disant, mais cette occupation de la personne décédée, est-ce que quelque part à un moment donné, il ne faudrait pas aussi fermer la porte à clé de cet endroit dans notre cœur, dans notre psychisme, qui fait que ça se réactive régulièrement. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas, avec cette image de fermer, mais il y a dans notre tête un endroit où peut-être il ne faut pas y revenir tout le temps, quoi. Moi, ce que je crois vraiment, c'est que les gens sont un peu soulagés lorsqu'ils parviennent à faire avec le défunt. Voilà. La douleur, donc est-ce que la douleur s'efface à tout jamais? Non. La douleur devient supportable lorsqu'on parvient à faire avec sa cicatrice, mais elle est là et elle peut malheureusement se réouvrir. À la différence, on en parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous qui me demandaient si la résilience pouvait être concernée par ça, et je lui répondais que non. Parce que, sauf après l'usage abusif qu'on peut faire du mot, mais il faut se rappeler que le mot résilience, au départ, c'est un terme de physique qui décrit la déformation d'un métal sous une force et le fait qu'il reprenne sa forme initiale ensuite. Donc, d'où l'expression rebondir, si vous voulez. Hein. On rebondit parce que on a pu faire avec tel traumatisme, etc. Donc la résilience dans le domaine du suicide, non. Moi je trouve qu'on ne peut pas utiliser ce mot-là. On peut dire par contre qu'il y a un apaisement plus ou moins durable lorsqu'on parvient à faire avec. Mais à certains moments, c'est réactivé par des choses qui sont des éléments de vie, voire d'autres drames qui peuvent s'ajouter malheureusement. Ça fait partie, si vous voulez, du caractère indélébile de cette souffrance-là, et donc du fait que quand on dit il n'est pas possible de faire le deuil du suicide, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver de l'apaisement, ça veut dire qu'on aura toujours la possibilité de braise qui réallume un incendie. La culpabilité que ressentent les personnes endeuillées sont en lien avec ce que le mort, au fond, c'est pas cherche. Espérer. Oui. Est-ce que justement il n'y a pas un peu à apaiser les fantômes, à nourrir, effectivement? Et là je rejoins la dame, c'est-à-dire d'un temps où il faut mettre en place des rituels, peut-être comme regarder les photos. Vous voyez, ce temps-là où on fait ce qu'il y a à faire pour le mort. Répondre de façon posthume, mais à ce qu'on peut imaginer qu'il aurait souhaité. Et est-ce que ça ne peut pas aussi éponger un peu, apaiser un peu cette énorme culpabilité Si, bien sûr. Mais c'est ça, faire avec aussi. Et d'ailleurs, si vous voulez, ce qui est justement important, c'est que dans le culte du mort qu'il y aura, il faut absolument que ce culte soit le plus normal possible. C'est-à-dire que s'il y a une crémation ou enterrement, il faut que, bien entendu, les endeuillés puissent nourrir la tombe ou l'urne, oui. Bien entendu, pour justement qu'on respecte l'ordre humain, qui encore une fois, est on respecte nos morts en leur donnant une sépulture digne qu'on honore. Est-ce que, concernant la méthode létale choisie par le suicidé pour partir, est-ce que là aussi, il y a une volonté non consciente de laisser une autre trace chez l'autre? C'est nourri par la représentation que le candidat au suicide se fait de ce faux départ, si vous m'autorisez, en mettant des gros guillemets,
un faux départ. La plus grande proportion d'hommes décédés par suicide s'explique non pas parce qu'ils ont une plus grande volonté que les femmes, parce que eux, dans la représentation masculine, l'expression de la violence est ce qui leur convient de mieux pour se soustraire à la souffrance qu'ils subissent. Les représentations généralement masculines s'imposent comme des violences qui vont mettre en représentation leur suicide. Alors que les femmes vont plus souvent, soit elles penser à dormir, à mourir en s'endormant, avec une représentation de, entre guillemets, de départ doux, soit en quittant précipitamment l'intérieur où elles sont vers l'extérieur, c'est-à-dire le principe de la défenestration. Enfin, il faut qu'on accepte en tant que parents qu'un jour nos enfants nous quittent. Et non seulement qu'ils nous quittent, mais qu'ils nous enterrent. Normalement, le vrai sens de la vie, c'est les enfants qui enterrent les parents. Quand c'est le contraire, quand c'est les parents qui enterrent l'enfant, là, il y a bug. Et c'est là, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, que c'est probablement le drame le plus terrible qui soit. Et là, aucun parent ne peut se soustraire à ça. Mais la différence entre perdre un père et perdre un enfant, le deuil n'a, j'ai pas le même âge non plus, mais le deuil n'a absolument rien à voir. Et par exemple, pour un enfant, moi je l'ai ressenti au plus profond de ma chair, avec des atteintes physiques au niveau corporel, au niveau du ventre, au niveau de... Vous ne pouvez pas imaginer les boules de feu que j'ai eues à l'intérieur de moi pendant mais très très longtemps. Je n'en ai plus actuellement, depuis un moment, mais je peux avoir des choses au niveau du physique, au niveau à l'emplacement du cœur. Et tout ça, je ne l'ai jamais ressenti de cette façon pour la perte de mon père. Pourtant, j'en ai beaucoup souffert. Mais je peux faire j'ai une espèce de comparatif entre les deux deuils et qui vraiment n'ont rien à voir, c'est pas comparable. Et puis il y a des moments où on contrôle pas, il y a des moments où on replonge, mais on sait qu'on plonge. Et moi maintenant, je me laisse plonger. Je sais que que je vais toucher le fond, mais je sais aussi que je vais remonter. Parce que je sais que je vais avoir, et qu'au contraire, il faut que j'accueille cette façon de plonger, il faut que j'accepte et que je l'accueille, et après je ressors et c'est intégré en fait, ça fait partie de moi, donc il y a des moments, ben voilà, je vis très bien, j'ai des moments de grand bonheur, j'ai une petite fille maintenant, enfin voilà, mais je sais que je ne suis pas à l'abri à tout moment, et parfois on ne s'y attend pas soi-même, hein, c'est un petit truc, quelque chose qui fait que on va replonger. Mais j'ai plus cette peur comme avant, cette souffrance comme avant. Monsieur a parlé de la tête et du cœur en un. Et probablement que pour le père, c'est là que ça se joue. Pour la mère, ça se joue d'abord et avant tout dans le ventre. Et toutes les mamans endeuillées éprouvent ce que vous avez décrit, cet incendie à l'intérieur d'elles, dans leur ventre, dans leur tripe, quoi. Qui vient encore mettre en évidence qu'on n'est pas pareil, que c'est pas parce qu'on est différent que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes représentations. Il faut qu'on finisse quand même par accepter ça au lieu de toujours vouloir tout niveler et confondre l'un et l'autre. C'est pas pareil. Les femmes et les mères ressentent dans leur ventre davantage de choses que les hommes. Les gens sont peu tolérants dans le caractère visible de la souffrance de l'autre. C'est d'ailleurs terriblement humain de voir à quel point l'humain est curieux de la souffrance de l'autre. Mais ensuite, après cette espèce de fulgurance-là, on voudrait toujours, quelqu'un pleure, bon allez, arrête de chouiner. C'est terrible ce mot chouiner. Alors qu'il n'y a pas plus beau que les larmes. Il faut se rappeler quand même d'une chose, je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne l'enseigne pas aux jeunes, aux collégiens, la substance sécrétée par l'organisme humain la plus propre, celle qui a le moins de microbes, c'est les larmes.
Les larmes, c'est pur. Il ne faut pas se moquer des larmes. Au contraire, les accueillir et faire en sorte que, ben oui, on peut pleurer, on a le droit d'être ému, on a le droit de repleurer quand on retrouve des choses, et que voilà, que c'est important, et que les gens doivent faire avec ça et le tolérer. Mais je suis d'accord avec vous. Trop souvent, on ne veut pas le voir. Il a fallu que j'apprivoise la nouvelle personne que je suis devenue. Parce qu'en fait, quelque part, je me suis aussi perdue moi-même. Et je suis devenue quelqu'un d'autre. Il y a un moment, j'étais étrangère à moi-même, finalement, quelque part. Et c'est très compliqué, ce passage-là, parce qu'il faut apprendre soi-même à se découvrir, à se connaître. Et donc, avec l'extérieur, quand soi-même, on ne sait plus très bien qui on est, même avec la famille, avec les amis, etc., c'est très compliqué. Ma fille s'est suicidée, s'est pendue en mai 2008, ça fera bientôt 15 ans. C'était notre fille unique. Et immédiatement, voire assez rapidement, j'ai rejoint l'association Phare Enfants Parents. Donc d'ailleurs, nous sommes tous les deux membres, puisque c'était une association de parents endeuillés. Je partage avec ces gens et je leur montre, un peu comme c'est dit d'ailleurs dans la fin du documentaire, qu'on peut survivre. On peut survivre. Voilà. Donc c'est, je crois, je veux rester, même si des fois c'est un peu la méthode Coué et c'est un peu artificiel, je veux montrer qu'on peut continuer à vivre. Même si, 15 ans après, et on en parlera tous les deux tout à l'heure, même si 15 ans après, il y a des moments où cet optimisme que j'essaie de garder, bah, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc je sais ce que c'est, et on en parlait tout à l'heure avec Adeline, je sais ce que c'est, nous savons ce que c'est, nous parents endeuillés, nous proches d'endeuillés, nous savons ce que c'est que de tomber parfois très très bas, à un point que vraiment, il m'arrive de dire que les groupes d'entraide de parents, de Phare Enfants Parents, m'ont sauvé la vie. M'ont sauvé la vie. Enfin, je crois que, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, hein, il y a tous ces parents qui viennent dans les groupes. Alors je suis mariée, j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et mon fils aîné, mais mon 3e enfant, Hector, s'est suicidé le 2 décembre 2016, donc ça fait 6 ans et demi. Il s'est défenestré du 6e étage d'un immeuble à Paris, sous les yeux de sa petite amie. Et en lui disant juste avant, parce qu'il était en difficulté, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'aider, qu'il fallait qu'il aille voir des psys, parce que là, à ce stade-là, elle ne pouvait pas l'aider. Moi, je dis que ce qui m'a sauvé la vie, ce sont mes autres enfants. Parce que sinon, je me dis que je ne sais pas comment j'aurais fait. Alors que je vois plein de parents endeuillés qui n'ont qu'un enfant et qui s'en sortent aussi. Donc, heureusement qu'on a des tas de ressources. Mais voilà, il faut... Et c'est vrai qu'on est livré à nous-mêmes. Et c'est bien de faire de la prévention, parce que si on n'est pas capable soi-même d'aller chercher de l'aide, et puis c'est voilà, la culpabilité, vous vous posez plein de questions. Dans le couple, c'est compliqué par rapport à la culpabilité. Il y a la souffrance des enfants, les enfants qui n'osent pas trop montrer leur souffrance auprès des parents pour ne pas les faire souffrir un peu plus. Enfin, il y a plein de choses, il y a la colère, il y a effectivement de la colère contre des gens. À aucun moment on n'était préparé au suicide. J'étais préparée à un drame avec des conduites à risque, mais pas un suicide. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Et puis après, la famille... Après, pour ma part, je ne sais pas comment, j'ai trouvé le livre de Christophe Fauré, justement, qui est dans le film, et qui est spécifique sur le suicide. Ça m'a énormément aidée. Et par ce livre, j'ai découvert l'association Phare Enfants Parents. J'ai mis un certain temps à pousser la porte, et je suis allée participer à des groupes de parole. Et ça m'a fait énormément de bien. Et vous voyez, mon mari, par contre, lui, était incapable de tout ça. Puisqu'il faut savoir, c'est qu'on vit tous ce drame, chacun à un rythme différent, chacun d'une manière différente. Et donc,
on a mis en place une thérapie familiale. Alors, une thérapie familiale à 5, c'est chaud, c'est vraiment compliqué. Et on l'a faite avec 2 thérapeutes, un homme et une femme. Et ça, c'est un point essentiel, parce que quand vous avez et des hommes et des femmes dans cette thérapie, c'est important qu'ils ne se disent pas, ça c'est le regard de l'homme, il faut vraiment qu'il y ait les 2, je pense. Ça a été un moment très compliqué à vivre, très douloureux, très violent, par moments pour les uns, par moments pour les autres. Notre fils a fini par claquer la porte. Mais moi, je dis aujourd'hui qu'il a eu le courage de claquer la porte, et que ça a été sa façon à lui de réagir. Derrière, c'est mon mari également qui a claqué la porte. Donc au final, tout s'est arrêté. Et alors, je suis désolée, messieurs, mais le regard masculin, c'était... tout ça, ça sert à rien, c'est inutile, etc. Mais en fait, avec mes filles, avec un regard, je pense, peut-être féminin, on dit non, ça a servi à quelque chose. Même si ça a servi à qui claque la porte, ça a servi à exprimer des choses, à partager des choses. Et je pense que quand on est nombreux comme ça, la thérapie familiale, pour moi, c'est indispensable, même si ça ne se termine pas forcément comme on aurait voulu au départ. Mais ça a fait cheminer chacun d'entre nous. Mais on vit dans un paradoxe permanent. On vit un moment heureux de mariage, mais il y a l'absence. Donc tout est en paradoxe. Mais on a réussi à faire en sorte qu'on vive bien tous ces événements et que notre fils et leurs frères soient là sans être là, quoi. Mais sans que ce soit un poids, sans que ce soit triste. Et... Juste dans l'avant-suicide, plusieurs points. Il y a d'abord le suicide qui est attendu et le suicide qui n'est pas attendu. C'est-à-dire que ça change beaucoup les choses pour l'endeuillé. C'est-à-dire que, dans mon propre cas, ma fille ayant fait 3 tentatives avant et étant diagnostiquée borderline depuis 5 ou 6 ans, je ne dis pas que j'étais préparé. Bien sûr que non. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Donc je le savais. Et donc le suicide attendu ou le suicide qui est craint et le suicide non détecté, non détectable, comme cela existe très fréquemment chez les très jeunes. Par une journaliste qui voulait faire un documentaire sur le pardon. Le pardon. Et elle me disait, mais est-ce que vous avez pardonné à votre fille? Et moi, ça m'a semblé complètement incongru, parce qu'il me semble que c'était une question qui se posait peut-être pour un journaliste ou quelqu'un extérieur. Mais en tout cas, je ne vois pas comment... là, c'est dans mon cas personnel, je ne peux pas généraliser. Je ne vois pas comment je pourrais avoir à pardonner à quelque chose à ma fille. Enfin, comme dire, elle a posé cet acte. Non seulement c'est un cauchemar, mais on a l'impression de changer de monde. On a l'impression de ne plus être dans le même monde. C'est-à-dire qu'on est... Enfin, moi, j'avais utilisé l'expression « je suis hors le monde ». C'est-à-dire que je voyais le monde s'agiter autour de moi, et puis finalement, j'étais comme spectateur du monde, en me disant « moi, de toute façon, je suis en dehors ». Et je crois que c'est un des éléments, si on s'en rend bien compte quand on est soignant et extérieur, qui va permettre de mieux aborder l'endeuillé par suicide. Mais il est vrai que nous avons une force en nous, insoupçonnable, insoupçonnée, que je ne savais pas que je l'avais. Je ne savais pas. Parce qu'en fait, je ne pensais pas, je l'ai dit dans le documentaire, je ne pensais pas résister à un tel choc, à un tel coup. Et finalement, si j'ai résisté, et tous ces parents, comme tous ces parents que j'ai connus dans les groupes d'entraide, groupes de parole, à Phare Enfants Parents, mais aussi à Jalmave, ou aussi à Alinia, puisque je fais ça tous les jours de la semaine, encore récemment, avant d'arriver. On a cette force en nous, qui, moi, me surprend parfois, en me disant, mais je ne savais pas que j'avais cette force-là, mais je l'ai. C'est étonnant. C'est pas parce qu'on a une force qu'on va résister à tous les coups qu'on prend dans la tête. Donc il y a des moments, chaque fois, je veux dire, on est parfois, au contraire, très très fragile. Très très fragile. Je crois beaucoup à ce que j'appelle la destruction de la cellule familiale. C'est-à-dire, Adeline l'a dit par l'exemple de sa famille, c'est un tel tsunami que les relations intrafamiliales sont complètement déstabilisées et
je me souviens d'une maman qui témoignait, une maman dont le fils s'était suicidé, et qui disait « Ma sœur est jalouse de moi. » Ah bon, pourquoi Parce que de grande sœur solide, référente dans la famille, elle était devenue la grande sœur, mais détruite, et qu'il fallait aider. Et donc, sa sœur lui disait, mais tu n'as plus le même rôle dans la famille, tu n'es plus la grande sœur qui aidait, mais tu es la grande sœur qu'il faut aider. Et donc, toute cette structure familiale est changée. Et alors, on a des exemples, je prends celui-là, mais des exemples, il y en a des dizaines, où la structure familiale est détruite, on va dire. Le gouffre dans lequel on tombe, parce que le suicide, c'est un point d'interrogation laissé par la personne qui disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle disparaît, et à sa place, il y a un point d'interrogation, faire son deuil. C'est un mot que je ne sais pas dire. Si vous voulez me rendre agressif, vous me parlez de faire son deuil. Pour moi, c'est impossible, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un mot qui existe dans le vocabulaire courant et qui pour moi n'existe pas. Faire son deuil, ça voudrait dire que au bout de 42 jours et demi, hop, ou 4 mois et demi, ou 4 ans et demi, peu importe, hop, ça y est, c'est fini, je ne suis plus en deuil. Non, c'est une réalité. Petite tentative de définition des personnes qui restent, des endeuillés. Alors qu'ils soient amis, copains de classe, collègues de bureau, enfants, frères, sœurs, ascendants, époux, épouses, tout ça, ça forme le cortège des endeuillés. Mais pour un parent endeuillé, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de mot. C'est-à-dire qu'on est orphelin, on est veuf, on est veuve, mais il n'y a pas de mot pour la personne qui est en deuil de son enfant. Le deuil n'étant pas une maladie, le deuil c'est un état, c'est un fait, on n'est pas malade. Tous les endeuillés par suicide n'ont pas forcément besoin de soignants médicaux. On peut, parce que l'on est affaibli, avoir des problèmes de santé, de perte de sommeil, de prise de poids, je l'ai dit tout à l'heure, etc., ou de troubles psychologiques. On peut avoir, bien sûr, besoin de médicaments, mais en tout cas, ça c'est mon ressenti. J'évite le mot soin, et j'utilise un mot qui est moins beau, qui s'appelle réparation, parce que soin voudrait dire que je suis malade. Donc, pour terminer, je dirais pour l'entourage, c'est être là sans être là. C'est être présent, sans être trop présent ni intrusif, mais être là. C'est écouter sans juger. Pas facile non plus. Et beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, pour ça que je dis écouter sans juger, beaucoup de personnes ont un avis. Le fils un tel, il s'est suicidé. Ah oui, t'as vu un peu le père qui est là aussi, oh là là, puis sa grand-mère, et puis prononcer le nom de la personne disparue, l'enfant, le fils, le frère, etc. C'est une chose très difficile, mais qui se fait. Aller dire, demander à quelqu'un, et toi, au fond du cœur, ton chagrin, c'est quoi? C'est comment ça se manifeste? Quelle est ta douleur? Là, c'est beaucoup plus difficile. Là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on sent qu'on va venir gratter quelque chose et on ne sait pas où ça va se terminer. Donc, on évite de parler du... moi, j'ai mon chagrin qui me vient, hein, mais de cette douleur, de la douleur de l'autre. On évite. Donc, Phare Enfants Parents a un groupe Facebook sur lequel il n'y a que des parents endeuillés qui parlent. Tous les jours, il y a des parents qui peuvent crier, qui peuvent hurler leur chagrin, leur douleur auprès des autres, et que, ne pouvant pas venir parce que c'est loin, Paris, et que c'est difficile pour Phare d'avoir des groupes en province, de pouvoir partager leur douleur, et que c'est
aujourd'hui il m'est arrivé quelque chose, demain je vois tel psy, j'ai un problème avec mon autre fils, j'ai un problème avec l'école. J'ai fait une chose qui m'a beaucoup aidée avec Phare Enfants Parents, c'est qu'une fois j'avais demandé à mes 2 filles si elles voulaient bien m'accompagner et participer au groupe pour voir ce que c'était. Et elles sont venues. Et je pense que ça les a aidées au moins à voir que leur mère vivait des choses, que les autres parents en fait vivaient des mêmes choses. Et elles ont pu avoir le témoignage d'autres parents et se rendre compte de voilà, qu'est-ce que c'était pour les autres. Et je pense que ça les a aidées. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé qu'elles viennent. Ça a été un partage très important. Alors que le groupe, normalement, était réservé qu'aux parents. Et ça a permis aussi aux parents endeuillés de voir comme c'est compliqué pour les gens extérieurs de nous aider. Et ça, je pense que c'est un message qu'il faut aussi faire passer aux gens endeuillés par suicide quand vous les suivez. C'est de leur expliquer qu'effectivement, c'est très très compliqué pour les gens extérieurs de nous aider et qu'il peut y avoir beaucoup de maladresse, mais que c'est pas de la malveillance, et que c'est juste que c'est tellement compliqué. Et je trouve qu'on n'écoute pas non plus assez les parents, qui quand même sont les premiers à bien connaître leurs enfants et on ne les écoute pas assez. Et quand on est revenu à Paris et que je voyais qu'il n'allait pas bien, j'ai réussi à amener mon fils qui était majeur chez un grand psychiatre, parce qu'on avait spécialisé dans les ados. Enfin, j'avais dit il faut que je cible bien parce que donc on m'avait recommandé quelqu'un. On est allé le voir une première fois. Il nous a écoutés, les parents, je pense qu'il s'est dit bon, ça c'est des parents inquiets pour leur fils, parce que ces jeunes-là ils savent bien masquer aussi, hein, ils savent. Et bon, puis il a dit à mon fils, écoute, tu démarres toutes les études, tu reviens voir si vraiment il y a ci, il y a ça, très bien. Et puis, donc mon mari, mon fils sont ressortis en se disant, bon ben voilà, c'est pas la peine. Et puis, plusieurs mois après, quand j'ai vu que mon fils repartait en débandade, mais j'ai jamais pensé au suicide, hein, jamais. Mais par contre, à un drame avec ses conduites à risque, en plus il était dans le milieu artistique à Paris, donc voilà, il y a l'alcool, la drogue. Parfois, quand le chagrin arrive au moment d'une séance, en tant que thérapeute, je suis moi-même émue, évidemment. Et je me demande à ce moment-là toujours qu'est-ce que je fais de ma propre émotion pour que ce soit le plus ajusté pour mon patient. Est-ce que l'émotion du thérapeute peut déstabiliser? Moi, je crois beaucoup à l'empathie. Et donc, j'ai passé le moment où moi, je vais pleurer avec la personne. Je crois pas, c'est pas possible. Si j'en étais là, je pense que je serais un mauvais bénévole, parce que d'abord, en tant que bénévole, je sens que si je me mets en danger, moi, individu, psychologiquement, quand je suis en entretien et que quelqu'un évoque le suicide ou son chagrin, si moi je me mets à être dans ce que je peux appeler l'hyper-empathie, je vais perdre mon rôle d'écoutant, de bénévole, et donc je pense que je suis hors cadre. Je suis plus efficace, c'est pas le bon mot, mais enfin, je suis plus sérieux. En fait, le suicide, c'était plus que l'affaire des soignants, c'était l'affaire de tout le monde. Et tout le monde, je dirais, a son rôle à jouer dans la prévention du suicide. Juste en tant que citoyen, en fait. Juste en tant qu'humain. Le suicide, on n'est plus dans notre place de soignant, on est d'humain à humain. Ça vient nous saisir comme n'importe quel endeuillé, en fait. Et on est nous aussi des endeuillés par suicide quand on perd un patient. Il y a tout ce qui est l'ambivalence suicidaire. On ne veut pas vraiment mourir, on veut que la souffrance, elle s'arrête. Et même jusqu'à l'acné, on peut encore chercher de l'aide. Et c'est là que le 3114 intervient. Il faut savoir que 20 à 25% des appels, c'est des personnes qui sont en train de se suicider. Et qu'on arrive à amener vers le soin. Donc ce numéro, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a aujourd'hui 15 centres répondants en France. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est le lien, et le lien sur le territoire en prévention du suicide, et savoir vers qui on va amener les gens vers le soin, justement. Nous, sur Bordeaux et Poitiers, c'est pareil, comme 12 centres répondants en France sont ouverts de 9h à 21h, avec une équipe d'infirmiers et de psychologues, formés spécifiquement
à la prévention du suicide tout d'abord, mais former spécifiquement la prévention du suicide par téléphone. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Ce numéro, on a pensé qu'il s'adressait qu'aux usagers, et c'est faux. Il s'adresse un peu à tout le monde en fait. Et c'est le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut le diffuser. Ce numéro s'adresse aux usagers, mais il a été pensé pour les proches aussi. Les proches de personnes en cas de crise suicidaire, c'est important de pouvoir aller chercher justement du soutien, du réconfort et savoir mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais pour mon proche qui ne va pas bien? Est-ce que je le fais appeler avec vous? Est-ce que je l'amène vers le soin? Est-ce que c'est normal que je m'inquiète ou pas en fait? Et les soignants de santé mentale, c'est encore moins simple. Il faut savoir que c'est les soignants de santé mentale qui ont le plus d'a priori et d'idées reçues sur le suicide. Mais posez cette question. Arrêtez de penser que non, il ne faut pas poser la question de est-ce que vous avez des idées suicidaires? Longtemps, ça a été le cas à l'hôpital. Non, ça ne va pas donner l'idée. Au contraire, ça va donner l'espace de parole nécessaire à cette personne que vous avez en face de vous, si elle a des idées suicidaires, de vous le dire. Et c'est pas facile d'aller voir son proche et de dire j'ai des idées suicidaires. C'est peut-être parfois plus facile avec un soignant ou pas. Mais si le soignant pose la question. C'est aussi un numéro qui est fait pour les endeuillés par suicide. Les endeuillés nous appellent peu, mais parce que je pense qu'ils ne savent pas non plus que ce numéro est fait pour eux. Et parce que selon où on en est du chemin, on en a parlé du chemin, et de ce deuil si particulier qui est le deuil par suicide. La colère que les endeuillés, on va parler des émotions, mais vous l'avez très bien dit, et Xavier l'a dit ce matin aussi, il peut y avoir de la honte, alors c'est pas partagé par tous, mais il y a beaucoup de colère et de culpabilité. Et il y a beaucoup de colère contre le personnel soignant. Ce qui est normal et ce qu'il faut accueillir. Mais ce n'est pas forcément l'équipe qui l'a vécu et qui a suivi le patient qui doit l'accueillir. Le 3114 est là pour ça. Parce que la colère, les endeuillés, ils ont besoin de la donner à quelqu'un. Et ça, c'est hyper important. Donc, quand vous avez pensé aux endeuillés par suicide et donné le 3514, Édouard Laune, qui est le spécialiste de la prévention individuelle à la base, qui est au centre de prévention du suicide au Vinatier à Lyon, il a créé une plateforme qui s'appelle, donc c'est uniquement une plateforme numérique, qui s'appelle Espoir. Pourquoi? Parce que ça c'est très important pour nous en prévention du suicide, il y a de l'espoir. Et il faut qu'il y en ait. Le logo pour les endeuillés par suicide qu'on utilise nous, c'est une flamme, c'est la lueur, c'est l'espoir. Et donc cette plateforme, là où c'est intéressant, c'est que c'est pas que des soignants qui l'ont fait. Elle a été faite par et pour des endeuillés. Où on est allé rencontrer ces endeuillés pour leur dire mais c'est quoi vos besoins en fait? Quand vous êtes endeuillé à 1 an, à 6 mois, à 10 ans, à 15 ans, c'est quoi? Comment on peut vous aider? Et avec, donc il y a une recherche, parce que quand même il fait beaucoup de recherches, Edouard. Donc il y a une recherche, il a compilé tout ça avec son équipe, et puis il en est sorti Espoir. Et je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que vraiment ça peut aider les endeuillés à n'importe quel moment où on en est de son chemin. Pendant longtemps, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, on sait qu'il faut en parler, du suicide, mais que si on en parle mal, de manière non raisonnée, il peut y avoir un effet. Cet effet, c'est l'effet de contagion. Donc, Papageno lutte contre ça, à savoir qu'en effet, il y a des moyens de controverser cet effet Werther, qui est l'effet Papageno. Donc, ça a été longuement étudié. Et surtout, il faut donner des ressources d'aide et des témoignages. Ce qui marche le plus, c'est les témoignages. Soit d'endeuillés par suicide qui en ont fait leur combat, soit des personnes qui ont traversé leur crise suicidaire et qui peuvent dire bah, ok, j'étais à un moment de ma vie où c'était extrêmement difficile, mais j'ai pu traverser ça et avancer parce que j'ai eu de l'aide, parce que j'ai eu ça, parce que la vie n'était pas finie pour moi. Qu'est-ce que c'est Vigilance? C'est un dispositif de prévention de la réitération suicidaire. Pourquoi? Parce qu'on sait que la moitié des personnes qui ont un premier geste suicidaire réitèrent au cours de leur vie et ont 2 fois plus, même 3 fois plus aujourd'hui, les études sont un peu plus précises, 3 fois plus de risques de décéder par suicide. Donc on sait que ce moment-là, c'est hyper important. Et on sait qu'il réitère dans les 3 semaines à 6 mois. Très très fort, entre 3 semaines et 1 mois. Ce qui est important de dire, c'est à ces personnes que vous voyez qui sont en crise suicidaire, c'est vous n'êtes plus seul. On n'a pas de baguette magique, par contre,
ce qui est très difficile dans la prévention du suicide, en tout cas pour les personnes qui sont suicidaires, c'est d'être seul et seul face à leur souffrance. Et déjà rien que d'ouvrir et de pouvoir déposer les cailloux qu'ils ont dans le sac, j'ai beaucoup d'images toujours, et bien un sac, quand on dépose les cailloux et qu'on le porte à deux, il est moins lourd à porter. Et on peut essayer de trouver des solutions ensemble et d'amener vers les personnes qui vont pouvoir aider ces personnes qui vivent des drames sûrement de vie, qui font qu'elles souffrent au point de vouloir attenter à leur vie. Il y a des choses